Deuxième partie de l'épisode en compagnie d'Anne-Lise Soleil, directrice communication de Philips France. Dans la première partie, vous avez compris que Philips n'est plus nécessairement ce que vous pensez être, ce à quoi vous croyez. Et vous allez voir que dans cette seconde partie, nous parlons d'IA, non pas l'intelligence artificielle à deux balles qui est générative, non, la vraie, celle qui sauve des vies. Par ailleurs, nous allons discuter de la problématique d'Anne-Lise qui est dans un monde B2B, mais qui veut aussi parler au plus grand nombre, pour ne pas dire le grand public. Enfin, nous parlerons de la place du DIRCOM dans les grandes organisations, dans les petites ou les moyennes. Bref, je vous laisse écouter cette seconde partie d'épisode avec Anne-Lise Soleil. Je suis quant à moi toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Anne-Lise, on revient au B2B. On a parlé de prévention, on a parlé d'interne, on a parlé évidemment du corps médical, mais aussi des patients et des patientes. Et là, on revient au B2B. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une innovation qui allait un petit peu être disruptive. Non, je plaisante, qui allait en tout cas faire bouger les lignes. Ouais, qui est un game changer. Allons-y. Les équipes de cardiologues chez Philips, l'IA dont je parlais tout à l'heure appliquée aux ECG, et ça illustre aussi encore une fois cette façon de travailler avec les partenariats qui accélèrent la mise à disposition de l'innovation pour les patients. On travaille avec le CHU de Bordeaux, le CHU de Dijon et l'Université de Maastricht sur la création d'un modèle de prédiction des risques d'AVC cardio-embolique. Je m'explique. Merci. Je m'explique. L'AVC cardio-embolique est la deuxième cause de mortalité au monde. C'est l'AVC le plus grave. Et qu'est-ce que c'est concrètement cardio-embolique? C'est un caillot qui remonte dans le cœur et qui bloque la circulation et voilà. Donc c'est fini. D'accord. Enfin, c'est fini. Si tant est que vous en réchappez, vous avez des séquelles graves, vous mettez énormément de temps à vous en remettre et c'est un coût aussi pour le système de santé. Bien sûr. Il n'existe pas aujourd'hui de façon, quand on passe un examen, de dire « Attention, ce patient-là a un risque de faire un AVC cardio-embolique ». Donc ça veut dire que c'est la loterie à chaque fois ? C'est un peu la loterie, ouais. Mon Dieu. On va dire ça comme ça. L'AVC, c'est un peu la loterie quand même. Grâce à ce consortium, il y a une cohorte de patients très large qui a été étudiée. Les équipes cardiologues ont entraîné un modèle d'IA qui permet en fait un scoring. Quand vous allez aller demain chez votre médecin généraliste ou arriver aux urgences, etc., parce que vous êtes essoufflé, parce qu'il y a quelque chose, qu'on vous fait passer un ECG, le modèle sera capable de scorer et de dire, ce patient-là, il a un potentiel de risque de X de faire un AVC cardio-embolique dans X temps. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie pas qu'on va foutre la trouille à tout le monde parce qu'on va vous dire demain vous allez mourir. Non, c'est pas ça. ça veut dire ce patient-là, on va le faire rentrer dans un pré-protocole de soins en fait, en disant peut-être que je vais vous revoir plus souvent, monsieur. Peut-être que là, il faudrait adapter l'hygiène de vie ou peut-être que déjà il faut mettre en place un protocole qui va éviter ça. Donc de la prévention de la prévention dont je parlais. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et ça arrive là, fin 2025, début 2026, c'est à l'étape réglementaire. Donc j'ai pas les dates, mais là on est sur les dernières étapes. Et c'est là en fait où là pour le coup il y a un réel impact. Et ça, c'est un exemple qu'on utilise très souvent, que je fais utiliser très souvent à Virginie dans ses prises de parole. Parce que vraiment, c'est comme ça qu'on peut illustrer que ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est comment l'industriel, il aide à transformer le système de santé. Je vais être encore plus basique. C'est là que vous montrez de manière absolument sensationnelle à quoi vous servez, tout simplement. C'est ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, pour aller même plus loin qu'on sert, c'est la façon dont on travaille. Parce qu'aujourd'hui, on va tous travailler ensemble sur la même ligne, là où avant, il y allait avoir de la recherche fondamentale, des médecins qui allaient se dire comment est-ce qu'on pourrait prédire les AVC cardio-emboliques. Là, on travaille tous ensemble au même moment. Donc, ça va plus vite. Et c'est hyper vertueux de se dire, agréger chacun des acteurs, l'industriel, le professionnel de santé, le chercheur, la start-up, qui sais-je, autour de la table sur un sujet
et on va plus vite, on accélère et c'est comme ça qu'on répond aux enjeux. Et là, vous êtes quelque part, entre guillemets, leader sur le sujet. Là, on est leader sur le sujet et du coup, pour revenir, qu'est-ce que je fais moi ? Moi, je mets en lumière tout ça en fait et ça, c'est génial. Un exemple, quand tu parles de ça, parce qu'on n'est pas encore passé au stade du réglementaire, qui peut durer un peu de temps, ce qui est toujours assez pénible, mais ça c'est pénible, mais c'est nécessaire. Évidemment, ça, on sort pas Une innovation, elle doit être utile et voilà. On l'a bien vu avec le Covid, tout a été accéléré par je ne sais quel miracle, l'argent de je ne sais qui ou qu'est-ce. On ne reviendra pas là-dessus, c'était il y a quasiment pile poil 5 ans qu'on était déconfinés. Nous enregistrons mai 2025. Mais alors justement, qu'est-ce que tu fais tout simplement en termes de communication pour mettre en lumière cette énorme avancée et puis j'allais dire cette innovation, mais le mot est hyper galvaudé, mais en tout cas cet énorme coup de poing pour aller encore plus vite. Il faut en fait aller sélectionner les endroits où il est utile d'aller parler dans des tables rondes, parce que générer le débat aussi, c'est quelque chose que je dois faire pour positionner Philips. C'est aller travailler avec les journalistes qui vont comprendre l'intérêt de ça et qui vont en parler de la bonne manière, et pas que les cardiologues. Moi, je cible pas. C'est plus les équipes marketing qui vont aller cibler les magazines spécialisés. Mais quand le relationnel que j'essaye d'aller chercher avec mon agence auprès des journalistes, c'est de les nourrir de tout ça et d'aller affiner leurs connaissances en leur donnant tous ces exemples-là. Alors après, voilà, il y a aussi la publication de tribunes, notamment sur la prévention, pour aller là titiller un petit peu plus les décideurs, mais générer le débat aussi. Est-ce que tu t'attendais, lorsque tu es arrivé il y a un petit peu moins de 2 ans, à avoir cette charge de travail au sens très positif du terme ? Parce que, sincèrement, ça pèse sur les épaules. Là, on n'est pas en train de faire une communication à la cool, hyper sympathique pour je ne sais quelle dernière marque de sneakers ou je ne dénigre personne, évidemment. Non, mais je m'éclate tout autant. On est d'accord, parce que justement, je parle à nos amis jeunes qui ont souvent tendance à confondre communication avec événementiel ou graphisme uniquement, et puis avec le secteur du luxe. Or, il y a des secteurs B2B comme le tien. La santé de prime abord ne fait rêver absolument personne, ce qui est totalement faux, parce que c'est passionnant et puis on sert réellement à quelque chose, je le rappelle au passage. Est-ce que tu t'attendais à avoir j'allais dire presque un poids aussi fort sur les épaules, ou en tout cas, allez, un défi aussi fort? Je pense pas. J'y avais quand même touché du doigt chez Smith & Nephew. Et encore, chez Smith & Nephew, on était sur du DM implantable, donc la réglementation était vraiment très très limitante. Ce qui est un challenge, parce que ça force de toute façon à être créatif et à repenser la façon dont on communique et à qui on communique. Là, c'est vrai que j'ai une audience qui est beaucoup plus large, parce que ça va effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, du personnel de santé à réellement on a envie de toucher le grand public pour parler des enjeux de santé publique. Mais c'est vrai que là, c'est exponentiel. Ça s'accélère, mais c'est génial parce que ça montre aussi que tout le travail qu'on a pu faire l'année dernière, là on voit un peu les fruits de tout ça, et je me rends compte que j'ai un escalier devant moi et que je vais le monter marche à marche, mais ça résonne, et effectivement il y a un sens. Moi, quand je me lève le matin, je me dis ce que je fais, ça sert à quelque chose. J'aide à porter tous ces sujets-là qui sont des sujets d'intérêt public, et c'est pas prétentieux de le dire, quoi. J'adore mon métier, mais l'exercer en plus dans cette industrie, c'est vraiment une chance inouïe. Tu parlais de sens. Tu sais que nos jeunes générations aiment le sens au travail. Là, il y en a réellement. Oui, il y en a un. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à regarder n'importe quelle industrie, surtout quand on débute. Moi, d'ailleurs, dans mon propre parcours, je voulais travailler dans le milieu du marché de l'art, donc rien à voir. J'ai commencé dans la chimie. Ensuite, je suis allée dans l'automobile pour un équipementier automobile japonais. Alors, c'était pas très sexy. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre comment un secteur fonctionne, c'est quoi ses enjeux, et derrière quelles sont les cibles et quel est l'apport concret de tout ce qu'on fait. Donc il faut pas avoir peur de candidater dans un secteur qu'on connaît pas forcément, parce que de toute façon, in fine, on va être nourri par ça. Et puis un autre conseil que je me permets de donner,
c'est que le monde de l'industrie, quel qu'il soit, l'industrie c'est formidable. Alors l'industrie c'est vaste, hein. Alors c'est aussi bien des gens comme toi vaste. que des clients qu'on a à l'agence. Et très honnêtement, c'est vrai que on sait pas trop ce que c'est. On est en plus dans un pays qui soi-disant se réindustrialise. Bon, je pense que c'est une espèce de marronnier de tous nos politiques, mais il est temps qu'on le fasse réellement. Il y a des prémices. C'est pas encore ça, mais allez, on n'est qu'au début. Mais en tout cas, allez-y, parce que l'industrie, c'est absolument passionnant. Et puis, vous verrez, vous serez dans un secteur très vaste, certes, mais où ça ne tortille pas du croupion. C'est-à-dire que les professionnels de l'industrie, qu'ils soient à la communication, à la direction générale ou sur le terrain, sont des gens très concrets. Donc, on n'a pas le temps de faire n'importe quoi. Et la communication des industriels, en général, est plutôt bien pensée, est intelligente. Et elle n'est plus du tout uniquement technique, fort heureusement, parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis, on accompagne l'innovation. Et donc, en fait, les sujets se renouvellent tout le temps. Là, je disais que c'était exponentiel parce que j'ai énormément de sujets à porter, mais je parlais de ces 3 piliers tout à l'heure, mais c'est parce que ce sont les plus gros, mais demain j'aurai d'autres piliers à aller adresser et grâce à l'industrie qui est en perpétuel renouvellement constant parce que celui qui arrête d'innover il meurt, il y a rien de plus constant que le changement, c'est là où le métier de communicant il prend tout son sens parce que on est là pour aider à cette réinvention constante, et donc on s'ennuie jamais. Et les industriels sont pas nécessairement les meilleurs en termes de communication, et ils ont besoin de vrais bons communicants. Oui. Comme toi. Oui, ils ont besoin de vrais communicants, ils ont surtout besoin... Alors ça a tendance à changer. Moi j'ai quand même commencé dans des endroits où il y avait vraiment ce truc de est-ce que tu peux nous faire un PowerPoint joli, ok d'accord, super. Non, que ce soit les industriels ou même les futurs communicants d'ailleurs, hein, la communication c'est un sujet stratégique. C'est comment est-ce qu'on accompagne soit le développement, soit le positionnement. Donc ça a besoin d'être pensé. On peut pas arriver en réaction. On doit être là en amont. Et de plus en plus, les entreprises et les industriels, on vit dans un monde d'images, donc de toute façon, il est illusoire de penser qu'on n'a pas besoin de communication et de relations publiques, mais il est nécessaire effectivement que les industriels intègrent le communicant comme un rouage de l'entreprise au même titre que le marketing, que la RH et autres. Alors justement, j'allais te poser la question, mais je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Toi, évidemment, je ne sais pas si tu sièges au COMEX. Si, donc tout est dit, donc voilà, la question est vite répondue. Tu me parlais de Virginie, que tu accompagnes évidemment sur des plateaux, plus ou moins grand public, donc évidemment ça vous l'avez compris chez Philips. Oui. Mais imagine, tu as des DIRCOM qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement au COMEX, est-ce que c'est réellement important? C'est mieux, évidemment. Oui, c'est pas une fin en soi, mais c'est mieux parce que c'est là où effectivement tout se décide et c'est là où on peut pour le coup lever la main. Mais le conseil que je pourrais donner à un DIRCOM, un responsable com qui a pas forcément cette place-là et qui se demande pourquoi est-ce qu'on vient toujours le voir à la fin, une fois qu'on a décidé d'une stratégie et qu'on dit bah tiens, comment est-ce que tu pourrais la mettre en lumière, c'est vraiment de pas hésiter à dire ok d'accord, en fait de quoi vous aviez besoin et peut-être qu'on pourrait repenser le truc pour petit à petit prendre sa place en fait. C'est ça finalement. C'est prendre sa place. Et alors moi c'est quelque chose qui aujourd'hui sincèrement ça c'est quelque chose qui me gave mais je suis encore obligée de le faire. Il faut faire la com de la com. Alors ça, je suis d'accord qu'il faut faire la com de la com. Mais moi, je crois qu'en fait, au-delà de ça, j'ai jamais été DIRCOM et je ne le serai jamais. Moi, je suis entrepreneur. Donc, depuis 15 ans, j'ai Maverick. Je suis ravi. C'est un autre métier. Mais quelque part, l'intrapreneuriat. Et quelque part, faire la com de la com, c'est faire de l'intrapreneuriat, à savoir, je mets en lumière les projets que nous mettons en lumière pour vous, je le rappelle, nos clients internes. Mais est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, une des qualités du DIRCOM qu'il faut impérativement avoir, c'est-à-dire, je vais être très vulgaire, mais avoir des couilles. À un moment, il faut les mettre sur la table et calmer tout le monde. Parce que Jean-Étienne de la Compta, il a toujours son mot à dire sur la com, mais globalement, tu lui dis pas comment faire de la compta. C'est ça. C'est complètement super bien résumé. Je pense que ça vient quand même avec le temps. Moi, j'ai pu le faire, j'ai appris à le faire, ça, dans le domaine de l'automobile. Parce que pour le coup, en plus, voilà, une femme comme dans l'automobile, on coche bien toutes les cases. Mais il y a un moment, effectivement, il faut le faire sur un ton très cool. Et c'est comme ça que ça passe, quoi. Mais aujourd'hui, j'arrive à dire, quand on vient me voir et qu'on me dit « Tu peux mettre des paillettes sur ma présentation ?» je réponds « Désolé, mais je ne sais pas faire. » Et puis c'est vrai en plus, moi pour le coup je sais pas faire, mais il faut pas hésiter à dire oui, questionner le besoin et réorienter si c'est pas à cette personne-là de le faire, faire comprendre. Tu parlais tout à l'heure de Didier de la compta qui va dire mais là t'aurais dû mettre du jaune parce que le bleu c'était pas top et de lui faire comprendre que l'image de marque c'est stratégique et que le bleu
il a une valeur et que le jaune, en fait, on n'a pas décidé qu'il en avait une et d'utiliser, pour le coup, je le redis, on est dans un monde d'images. On a tous un LinkedIn, un Insta, un X, etc., etc. Et c'est du coup hyper facile aujourd'hui de renverser la vapeur en disant, mais toi, quand tu prends une photo sur les réseaux sociaux, est-ce que tu aimerais que je te dise, mais là, tu aurais plutôt dû te mettre un petit peu plus à gauche? Et alors, c'est pas la même chose, mais pour faire un petit peu prendre conscience aux gens que ce qu'on fait, on le fait pas juste pour faire joli, on le fait parce qu'on répond à un impératif stratégique. Est-ce que tu penses, malgré notre très grande ère de la communication, tu viens de le dire, on a tous un compte sur les réseaux sociaux, on a tous au moins un LinkedIn, en tout cas à haut niveau. Est-ce que tu penses que finalement les gens, malgré tout, réussissent à le comprendre naturellement, non pas en leur ayant expliqué les choses, ou est-ce que tu penses que Jean-Étienne de La Conta, il va exister encore longtemps et il va être surtout pénible, il existera toujours? Il existera et j'ai envie de dire, c'est pas Jean-Yves de La Conta qu'il faut convaincre. Je suis d'accord, mais il peut être pénible. Il peut être pénible, donc peut-être qu'à un moment, essayer d'aller jouer sur son propre terrain pour que, voilà. Moi, un jour, il y a un des directeurs qui m'avait fait une réflexion sur ma tenue. C'était la 100e fois qu'il me faisait une réflexion sur ma tenue. Bon, je lui ai dit, moi, j'aime pas trop ton pull aujourd'hui. Bon, il me l'a plus jamais refaite. Bon, voilà, c'est un exemple à la con, mais voilà, il y a certaines personnes, on peut pas, il faut choisir ses batailles et les personnes à convaincre, c'est la direction et c'est le business. Parce qu'en fait, le communicant aujourd'hui, c'est un business partner. Je disais tout à l'heure, les industriels, on n'est pas des philanthropes. Et la communication, on n'est pas là pour faire de la philanthropie. On pense souvent que parce que on met en lumière, parce qu'on travaille sur de la visibilité, sur de l'influence, parce qu'on est sur des mots et qu'on n'est pas des rapporteurs de business concrets, moi je signe pas des leads avec les hôpitaux, que quelque part le travail aurait moins de valeur. Et en fait, il faut faire comprendre plutôt à la direction et aux gens du business que justement, si moi je mets en lumière le CHU de telle ville parce que lui, il a eu l'intelligence de travailler sur le parcours patient, sur telle ou telle chose. Je mets pas en avant que les équipements Philips, je mets en avant tout un écosystème autour de ça et comment est-ce qu'un CHU, il arrive au sein de son territoire à apporter une réponse à une problématique. Et en fait, c'est ces gens-là qu'il faut aller convaincre. C'est pour ça qu'il faut choisir un peu, c'est même pas tant d'avoir des couilles, pour reprendre ton expression, c'est plus d'avoir l'intelligence émotionnelle, d'aller discuter avec les bonnes personnes et leur montrer, de leur dire, tiens, là, ça pourrait être intéressant de parler de tel ou tel sujet. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, Anne-Lise ? Aujourd'hui, on est en train de se poser encore en 2025 la question, est-ce que la communication est intégrée au business ? Le business partner, j'y crois absolument pas. Je trouve que ce sont des mots sympathiques, mais qui ne m'intéressent pas. Est-ce qu'on pose la question à un mec du marketing ? Non. Bon, alors... Mais je sais bien. Donc, c'est une histoire, à mon sens, qui est tout simplement d'avoir la posture de chef d'entreprise, le chef de la com, tout simplement. Ça fait très militaire, ça fait un peu bourrin, mais moi, je suis intimement convaincu, et les femmes sont beaucoup plus courageuses que nous, les hommes. Et je suis intimement convaincu que notre métier de communicant, qui est un métier de femmes souvent dirigé par des hommes à haut niveau, c'est souvent des DIRCOM, des directeurs communication, je crois très honnêtement que 80% du boulot est fait quand on a l'attitude d'un mec ou d'une nana qui est là pour le business. Et c'est évident parce que tu n'es pas là pour être graphiste ou mettre des paillettes, non pas dans les yeux comme disait Inès Reg, mais mettre des paillettes sur un PPT dont personne n'a rien à foutre. À part le type qui te le demande parce qu'il considère que tu es sa secrétaire. Donc là, c'est un aller-retour que tu l'envoies à Jean-Étienne, mais je pense que très honnêtement, le vrai truc, c'est ayez le courage de dire les choses. Oui, il faut oser, il faut prendre sa place, vraiment. Oui, mais c'est facile. Prendre la place, c'est extrêmement facile, je pense. Mais attention. Ça se travaille. Ça Bien sûr. Non. Ouais, ça se travaille. Mais il y a des gens qui ont parfois, non pas une plus grande gueule. Regardez Frédéric Fougera. Non, c'est pas, oui. Frédéric Fougera, c'est pas tant qu'il a. C'est pas une grande gueule, justement. Non, c'est pas une grande gueule, justement. Et il fait énormément de bien au métier et je pense que son livre devrait être sur la table de chevet de tous les étudiants en communication. Il devrait être. C'est livre. Non, mais c'est livre, mais le tout premier, un DIRCOM n'est pas un démocrate. Parce que c'est ça, en fait, cette phrase-là, elle dit tout du métier. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour faire en sorte que la stratégie, elle atterrisse. Attitude. Ça n'est qu'une histoire d'attitude. C'est-à-dire, c'est pas une histoire d'expliquer longtemps, parce qu'on n'est pas là pour ça. Par contre, si ton projet, on a besoin de le faire avancer, tu m'en parles à la dernière minute, c'est un peu compliqué, Jean-Étienne, il aurait mieux valu, la prochaine fois, tu reviendras au tout début. Et à la cafette, tu me diras,
Dis donc Annelise, dis donc Laurent, j'ai besoin de faire ça. C'est dans combien de temps? Dans 6 mois. Là, tu m'intéresses. Bon, voilà. En tout cas, c'est le message que je ferai passer. Mais encore une fois, moi, j'ai la chance d'être patron, d'aimer ça, d'être patron. Ça ne me pose aucun problème. Et de toute façon, j'ai toujours bossé en agence. Donc, c'est peut-être, entre guillemets, un petit peu plus entrepreneurial dans la manière de penser. Mais je pense que chez un industriel de la santé, qui plus est hollandais, j'allais dire de naissance, chez Philips, on doit avoir, à mon avis, ce côté intrapreneur. Donc ça, c'est extrêmement bien. Et puis, je vois surtout qu'on te fait confiance et que tu n'es qu'au début de l'escalier. Et c'est ma dernière question. Ça te fait pas peur d'être qu'au début de l'escalier parce que tu sens pertinemment qu'il y a encore des étages à monter, qu'il y en a plein? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce qu'au contraire ça t'excite en te disant putain mais c'est que le début, ça peut être génial? Ouais, au contraire, c'est super. Si j'étais en haut de l'escalier, je me dirais c'est quoi après? Là, je me dis j'ai encore ça à faire, c'est génial. Et c'est surtout être au début de l'escalier, c'est de se dire que ça va être quoi sur la prochaine marche et je la prépare aujourd'hui. Même si on est en train de faire des choses très concrètes, il faut déjà penser à la prochaine marche. Où est-ce qu'elle va nous emmener? On sait très bien c'est quoi le haut de l'escalier. Ça va bouger forcément parce que ça bouge tout le temps. Mais c'est ça qui est génial. Et je pense que si j'étais en haut de l'escalier, c'est le moment où on s'ennuie et on se dit il est où le nouveau challenge, quoi? Il est où le nouvel escalier? Il est temps de partir. Ma dernière et ma vraie dernière question. Elle est loin d'être simple. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de DIRCOM? Il y a 2 choses. La première, c'est tout ce qui est autour de la production de contenu. Moi, j'adore l'éditorial, rédiger les éléments de langage, les tribunes, aller co-construire des tables rondes, aller chercher c'est quoi la question qu'on pose, etc. Là, voilà, tout ça, l'éditorial, j'adore. Et la deuxième chose, est-ce que c'est ce que je préfère encore plus, mais les deux sont liés, c'est de travailler justement le positionnement du dirigeant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit au jour le jour parce que le dirigeant, c'est le cœur du réacteur. C'est celui qui porte l'image de l'entreprise, mais en même temps, il a sa propre image. Il n'est pas dirigeant, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est quoi son après à lui? Et travailler le positionnement du dirigeant qui va porter les enjeux de l'entreprise qu'il représente et en même temps, qui va essayer d'avoir sa propre voix dans tout ça, essayer d'aller tirer les fils pour travailler ces 2 positionnements-là, par ailleurs assez schizophrénique pour cette personne-là, c'est vraiment génial. C'est d'autant plus difficile lorsque tu es un dirigeant salarié, c'est-à-dire que tu n'es pas le fondateur ou l'héritier de la famille. Oui, en plus, parce que tu as un mandat. Là, par exemple, Virginie, elle a un mandat de 5 ans. Est-ce qu'elle restera 5 ans de plus? Ce sera à elle d'en décider, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 ans-là de sa stature de présidente de Philips France, mais qu'est-ce qu'on fait aussi de sa stature de Virginie Zervez? Et je le disais tout à l'heure, elle porte des enjeux, elle, très forts, notamment autour de la prévention. Mon job, et ça, c'est la partie, oui, peut-être la plus excitante de mon job, c'est de me dire comment est-ce que je l'aide, elle, à porter ces sujets-là au sein de l'écosystème. Elle, c'est un pur produit de la santé. C'est ce qui l'anime tous les jours. Elle est passionnée. Et ça, c'est pour un communicant, c'est un vrai cadeau du ciel, ouais. J'ai une autre question qui est extrêmement vaste. Comment tu fais? C'est-à-dire que tu la croises régulièrement. Vous avez par exemple des meetings tous les mois? Oui, on a des points très très régulièrement. En fait, il y a 2 choses. Il y a les points très réguliers où on va évoquer la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on en est, ceci, cela, voilà. Et puis on a des points plus informels où on va discuter toutes les 2. C'est-à-dire que pour bien positionner un dirigeant, il faut comprendre qui il est. Et pour comprendre qui il est, il faut de temps en temps déjeuner et pour aller capter un peu comme ça des points de personnalité qu'on va aller mettre en exergue. Et c'est vrai que Virginie, c'est quelqu'un qui est très dynamique et qui est très passionné. Alors évidemment, quand elle est devant le directeur d'un CHU, etc., elle doit moins être passionnée parce qu'elle représente un business, elle représente Philips. Mais c'est comment est-ce que moi, qui je vais la faire rencontrer en fonction aussi de sa personnalité, de ce qu'elle veut porter. Donc il faut, pour réussir à accompagner un dirigeant, créer vraiment un lien. Et il faut que le binôme, il fonctionne. Il faut vraiment s'entendre, parce que sinon, c'est pas possible. Est-ce que finalement, ces temps qui sont informels ne sont pas, du moins au début, finalement plus importants que ces temps formels avec ce dirigeant ou cette dirigeante? Bien sûr, parce que c'est là aussi où on arrive à capter l'envie d'aller sur tel sujet, le besoin de faire cela, de capter aussi où est-ce que elle en est par rapport à tout ça. Et c'est en ça où le relationnel, le lien
avec le dirigeant avec lequel on travaille, il est vraiment clé. Et on parlait tout à l'heure de est-ce qu'un DIRCOM ou un responsable com doit être au COMEX, au CODIR, c'est mieux, mais d'avoir le relationnel avec le DG, c'est ça qui est clé. Demain, quand la relation s'étiole, moi, je vais avoir du mal à faire mon boulot, en fait. Et c'est peut-être ça qui est très compliqué quelque part pour les DIRCOM, parce que on choisit peut-être l'entreprise dans laquelle on va, on choisit un peu moins le dirigeant. Donc, il y a aussi parfois des efforts à faire. Moi, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un de génial, donc c'est naturel. Mais j'ai par le passé travaillé avec des DG où c'était beaucoup plus compliqué, qui n'avaient pas envie de s'ouvrir, qui n'aimaient pas l'exercice de l'interview. Et ça, c'est compliqué parce qu'on rame en fait. Et il faut réussir à casser l'armure et il faut donc du coup il faut encore oser, parce que il faut oser dire à son dirigeant, là en fait c'est compliqué parce que je comprends que tu n'aimes pas l'exercice, mais tu dois le faire. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Comment tu as fait justement? Tu as dit les choses ainsi? Ouais, je l'ai dit, ouais. Ouais, mais en fait, il y avait un dirigeant qui est arrivé un jour. J'avais rendez-vous avec lui, il venait d'arriver, il m'a dit bon, moi je te préviens, je déteste parler aux journalistes. Ah, on va avoir un problème parce que moi mon job c'est de te faire parler devant les journalistes. Et en fait on a travaillé. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais puis on essaie aussi de contourner ça. Donc voilà, il y a toujours est-ce qu'on fait pas appel à notre porte-parole? Est-ce que on fait pas plus de presse écrite, et donc du coup c'est moi qui vais aller vraiment toute seule porter les choses. Là pour le coup on revient sur le fameux poids de dire c'est moi qui écris, c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui signe. Ça c'est encore un autre sujet, mais oui ça arrive, mais je pense que là pour le coup faut vraiment pas hésiter, parce que si on est dans une entreprise qui nécessite de la visibilité, du travail de RP, de médias, tout ce qu'on veut, de réputation, et que le dirigeant est un peu réfractaire pour plein de raisons, il y a plein d'agences aussi formidables qui arrivent à faire des média training pour aussi décoincer le dirigeant et lui faire comprendre que ça se travaille, mais que c'est un challenge qui est à leur portée et que c'est de toute façon sur leur feuille de route. Donc, faut les accompagner, quoi. Et puis aujourd'hui, en 2025 et dans les années à venir, a fortiori, le dirigeant et la dirigeante se doit à un moment de prendre la parole. Bien pas sûr, tout le temps. Pas tout le temps. Mais en tout cas, il faut qu'il apprenne. Ouais, il faut qu'il apprenne. Ça se travaille, hein. Comment est-ce qu'on pose sa voix? Comment est-ce qu'on utilise ces gestes? Quand on est face à un journaliste, comment est-ce qu'on se tient? Ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Répéter sempiternellement que le non, le off, ça n'existe pas. Et comment est-ce qu'on cadre? Et c'est du boulot, hein, pour les dirigeants, parce qu'ils doivent travailler sur leur propre personne. Ils doivent aussi travailler sur leur propre gestuelle, leur propre ton, et c'est pas forcément facile, parce que quand tu débries d'une interview qui s'est pas bien passée et que t'es obligé de dire à ton dirigeant, bah là tu vois en fait t'as pas arrêté de détourner le regard, ta voix elle était filante, c'est compliqué parce qu'on rentre dans l'intime de la personne. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi la formation du dirigeant. Bien sûr, part. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils le savent toutes et tous, que les médias sont là. Et les médias sont pas que là pour emmerder, hein, les dirigeants. Non, les médias sont là aussi pour faire du très bon travail de mise en lumière. Et en fait, c'est en ça où je pense que tout bon dirigeant qui se respecte devrait avoir son DIRCOM. Et le DIRCOM, c'est un autre des bras droits du dirigeant. Enfin, moi, j'en suis plus que convaincue. J'en suis également convaincu, puisque sans communication, il ne se passe rien. On meurt, tout simplement. Tu disais, si on n'innove pas, on meurt. Et la seule chose qui soit... qui montre que vous innovez, c'est de communiquer sur cette innovation. Merci beaucoup. On est dans la vraie innovation qui sauve des vies, encore une fois, je le rappelle. Mais oui, je pense que le dirigeant aujourd'hui, en 2025 et dans les années à venir, doit comprendre que la communication, ça fait partie aussi, de manière intégrante, à son métier. Et qu'il doit aussi bien comprendre la communication que la finance, le marketing. Exactement. Et le commerce. Exactement. Eh bien, écoute, merci à toi, Annie. C'était absolument passionnant. Je ne pensais pas qu'on aurait parlé autant d'industrie. Évidemment, de santé, la question ne se posait pas. Mais c'était absolument passionnant. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify. On s'abonne au meilleur et au seul et unique podcast sur la communication, le décodeur de la communication. Tu noteras ma modestie légendaire. Oui, ouais, mais c'était bien fait. Oui, absolument, avec beaucoup de talent. Trêve de plaisanterie. Merci encore une fois. Annelise, tu reviens quand tu veux dans le décodeur. Avec grand plaisir. Ciao, ciao.